Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des dynamiques assez complexes en Afrique du Nord, en s'appuyant sur les sources que nous avons reçues. On a deux grands axes. D'abord, cette initiative citoyenne, la caravane de la résilience vers Gaza. Et ensuite, on se penchera sur une comparaison économique entre l'Algérie et le Maroc. Nos documents décrivent cette caravane assez impressionnante et donnent des analyses économiques comparatives. L'objectif, c'est d'en tirer les points clés pour mieux saisir les enjeux actuels là-bas. On y va. Oui, tout à fait. Et cette caravane, c'est vrai qu'elle est un symbole fort. Elle montre une volonté populaire de, disons, contester le blocus de Gaza. Et forcément, ça crée des tensions diplomatiques. On pense à l'Égypte, bien sûr, qui contrôle Rafah. Mais les sources mentionnent aussi, et c'est intéressant, les Émirats arabes unis. Et puis en parallèle, cette vieille rivalité économique Algérie-Maroc qui refait surface dans les médias. Commençons par la caravane alors. La Kaflet al-Somoud. Les infos parlent de 1500 volontaires, 350 véhicules, partis d'Algérie, de Tunisie, rejoints par des Libyens. L'intention semble claire. C'est plus un acte politique, symbolique, pour briser le blocus qu'une simple livraison d'aide, non ? C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette action citoyenne met l'Égypte un peu au pied du mur. Le Caire est coincé, d'un côté la pression populaire régionale, de l'autre les contraintes externes, Israël bien sûr, mais aussi, d'après une des analyses, les Émirats. Apparemment, ils craigneraient ce que les textes appellent le modèle algérien. Le modèle algérien. C'est-à-dire défini ici comme une posture vue comme non alignée, qui résiste aux pressions extérieures, quoi. D'accord. Et on sent que ça bloque, que des obstacles apparaissent. Les sources disent que l'Égypte met des conditions très dures pour passer à Rafah. Il faudrait des approbations via les ambassades. Les organisateurs voient ça comme un blocage déguisé, j'imagine. Précisément. Et en plus, il y aurait des campagnes médiatiques attribuées à des cercles égyptiens et émiratis. Le but serait de discréditer l'initiative. On parle d'accusations d'infiltration, d'islamisme. Pourtant, la composition décrite est surtout civile, syndicaliste, étudiant, algérien et tunisien en majorité. Ça fait penser à d'autres tentatives, non ? Le Mavi Marmara en 2010, par exemple. Exactement. La comparaison est faite dans certains papiers. La caravane est vue comme un test éthique. Elle force un peu les acteurs à montrer leur vrai jeu sur Gaza. Et puis il y a ce contraste saisissant, la difficulté pour la caravane d'entrer, alors que les touristes, eux, passent sans problème en Égypte. Même si de toute façon, le passage côté israélien reste fermé, c'est important de le rappeler. Oui, bien sûr. Mais ce qui ressort, c'est cette idée de géographie morale, où l'action citoyenne défie un peu les logiques d'État, les frontières établies. Cette tension entre citoyens et État, on la retrouve un peu sur le terrain économique, non ? Les documents parlent de cette controverse Algérie-Maroc. Certains médias marocains affirment une supériorité économique, mais d'autres analyses nuancent fortement. Oui. Alors si on regarde les fondamentaux décrits, l'Algérie aurait de grosses réserves de change, presque 100 milliards de dollars, et très peu de dettes extérieures. Elle mise sur l'énergie, gaz, mais aussi hydrogène vert, avec Sonatrach et des partenaires étrangers, et c'est crucial pour le transfert de technologie, ça. Et puis les infrastructures, la transsaharienne, le port de Cherchell, sans oublier le potentiel minier, phosphate, fer, lithium. Son adhésion aux BRICS et à la ZLECAf est aussi vue comme un atout pour l'avenir. Les sources pointent un endettement plus élevé, autour de 70% du PIB, c'est pas rien. Une grosse vulnérabilité à la sécheresse, qui touche l'agriculture et donc la croissance, et une dépendance énergétique qui oblige à chercher des financements externes. La ligne de crédit du FMI est citée comme exemple de ce besoin. Mais le Maroc a aussi des points forts, reconnus dans les sources, non ? La diversification. Ah oui, bien sûr. Automobile, aéronautique, tourisme, énergie renouvelable, et puis les accords commerciaux. Il y a une vraie dynamique de diversification. Donc le tableau n'est pas si simple. Malgré les réserves d'Algériennes, on reconnaît les atouts marocains. C'est ça. Mais les analyses insistent quand même sur les avantages structurels perçus de l'Algérie. Les ressources, l'indépendance financière, ça rassurerait les investisseurs. L'Algérie semble se positionner pour une croissance via l'industrie verte et l'intégration africaine. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Je dirais deux choses principales. D'abord la caravane. Qu'elle réussisse ou non à passer, elle a déjà marqué les esprits, elle montre une capacité de mobilisation au Maghreb et elle défie le statu quo sur Gaza. C'est fort, symboliquement. Ensuite, l'économie. On voit deux voies. L'Algérie qui compte sur ses ressources et son indépendance financière pour une relance, disons, souveraine. Et en face, un Maroc plus diversifié, mais avec des défis importants.
dette, climat, énergie. Oui, on sent bien cette tension. L'élan citoyen contre la raison d'État d'un côté, et de l'autre, ces modèles économiques divergents, qui pourraient dessiner des avenirs très différents, avec en plus l'influence des acteurs extérieurs. Tout à fait. Et ça nous amène à la question finale, un peu pour ouvrir la réflexion. Au-delà de l'actualité, comment est-ce que ces mobilisations citoyennes et ces trajectoires économiques distinctes pourraient, à terme, redéfinir les équilibres et les alliances au Maghreb? Surtout dans le contexte géopolitique mondial actuel, qui est quand même de plus en plus tendu. C'est une vraie question de fond, je crois.